Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans TAC24. Siphonnage de données, logiciels malveillants ou piratage de cibles déterminées, des États dotés de cyberarmées jusqu'aux utilisateurs au quotidien, comment faire face à la menace? Guide du cybercombattant, c'est à suivre. L'écran de télévision, c'est tellement 2018. Cette saison, ils se déguisent en œuvres d'art ou disparaissent dans des meubles design. Quand les écrans jouent à cache-cache, des mots à suivre. La cyberguerre est déclarée et la France s'arme pour répondre à la menace. Florence Parly annonce le renforcement de la doctrine cyber des armées françaises. Budget 1,6 milliard d'euros, recrutement de 1000 cybercombattants supplémentaires d'ici 2025. Le ComCyber, créé en 2017, devient lui le centre névralgique des opérations. On va plus loin avec Guillaume Gralet du magazine Le Point qui est avec nous en plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors, comment on pourrait brosser le portrait de ce soldat d'un nouveau genre, le cybercombattant? Alors, le cybercombattant, on va lui demander, Marjorie, d'avoir énormément de compétences techniques ou en tout cas avoir envie d'apprendre. À terme, bien sûr, on aimerait qu'il puisse se balader sur le dark web, qu'il puisse maîtriser les toutes dernières technologies d'intelligence artificielle parce que ça peut être extrêmement clé pour vraiment bien combattre dans le cyber. On va également lui proposer, alors j'ai trouvé ça assez original, d'acquérir des compétences rares. C'est le cas, par exemple, dans le BTS Système numérique, informatique et réseau. On va lui proposer d'apprendre une langue comme le russe ou l'arabe. Et puis, on voit ça sur le site du ministère de la Défense, on va lui demander d'être loyal, de savoir bien se maîtriser et surtout, à terme, d'être assez discret sur les réseaux sociaux. On va lui demander de ne pas tout raconter parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont homologuées secret défense. Et s'ils arrivent à acquérir justement, à justifier de ces compétences, ils pourront défiler pour le 14 juillet. C'était pour la première fois le cas sur le défilé du 14 juillet 2018. On imagine bien que si la France s'y prépare, les autres États ne sont pas en reste. Si on faisait un tour du monde des forces en présence. Alors, il y a le site internet Axios qui a dressé un état des lieux des cyberpuissances dans le monde et c'est extrêmement intéressant. Il qualifie par exemple les États-Unis de super cyberpuissance en reconnaissant le fait notamment que la NSA, donc les services de renseignement américains, et le Cyber Command sont dirigés par une même personne. Il s'agit en ce moment de Paul Mickey Nakassan, un commandant américain. Il qualifie également les Russes de puissance hacker, mais une puissance hacker politique, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'information. La Chine d'une puissance hacker économique. Il faut savoir que les services, la justice américaine avait inculpé des hackers chinois à qui elle reprochait de s'être approprié des plans de moteurs d'avion européens. En fait, chaque pays possède sa propre agence ou son propre institut. L'Israël peut notamment s'appuyer sur les compétences en cyberdéfense de l'unité 8200, l'Iran de l'Institute for Natural Security Studies, et puis la Corée du Nord via le bureau 121, c'est vraiment spécialisé dans la cyberguerre. Nous ne sommes donc pas seuls dans le cyberespace, mais reste justement une question qui fâche, celle de la coopération entre États. Le droit international est encore quasiment inexistant en la matière. Oui, cette coopération elle est extrêmement timide. Alors, il y a bien sûr le centre de cyberdéfense de l'OTAN qui se situe à Tallinn. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marjorie, c'est que tous les pays mènent chacun leur politique de manière un petit peu isolée, sans vraiment tenir compte des réglementations internationales. Alors, il y a une idée extrêmement intéressante qui émerge, ce serait de créer une convention de Genève du cyberespace. L'idée, ce serait de répliquer dans le cyberespace qui existe, par exemple, sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires, bref, une vraie coopération multilatérale. C'est une idée qui est portée par Brad Smith de Microsoft, mais qui n'est pas encore assez défendue par l'ONU. Le véritable espoir, il aura lieu fin juin, lorsque le G20 se réunira au Japon, et c'est un sujet qui devrait être mis sur la table. Et j'imagine que vous en reparlerez évidemment en plateau. Allez, on ne le dira jamais assez. En matière de cybersécurité, plus on est connecté, plus on est piratable. Des menaces de hacking qui se propagent via l'Internet des objets, des voitures aux assistants connectés, en passant par les stations de gestion d'énergie. Tout dans notre futur proche peut devenir un terrain de jeu malveillant. Laure Wagner a sillonné les travées du salon de la cybersécurité à Lille pour nous et pour en savoir plus. Ouvrir une porte de parking ou prendre le contrôle d'un véhicule à distance. Premier vecteur d'attaque, évidemment, c'est la clé radio de la voiture. On peut évidemment récupérer le signal, le recopier avec des radios logiciels et arriver à ouvrir la voiture et la faire démarrer. Face à ce type de menace, le moteur de recherche Quant veut sensibiliser le public. On a des instituts comme EuroNCAP qui prouvent la fiabilité, la solidité, la sécurité des véhicules d'un point de vue mécanique. Il faut qu'on ait ce réflexe aussi dans le numérique. Actuellement, il y a plus de 20 milliards d'objets connectés dans le monde.
on en comptera plus de 100 milliards en 2030. Ils représentent autant de failles possibles dans la ville du futur hyper connectée et risquent d'impacter des secteurs clés comme l'énergie ou les transports. Au sein de ces secteurs se trouvent les OIV ou opérateurs d'importance vitale, 249 organismes publics ou privés identifiés par l'État. Airbus Cybersecurity s'occupe de les protéger pour prévenir et anticiper les risques d'attaque, notamment grâce à la simulation. On a une plateforme de simulation qui nous permet de rendre presque réelle une simulation de réseau d'une entreprise. Et à partir de là, on va simuler des attaques dessus et on confronte ces attaques-là aux défenses en place. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information assure une mission renforcée auprès des OIV. En cas de cyberattaque, elle leur apporte son assistance technique sur le terrain. Il ne faut pas être superstitieux, il faut envisager le pire. Ça veut dire qu'il faut toujours se dire, voilà, si mon système est attaqué, s'il n'est plus disponible, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des sauvegardes? Est-ce que je peux continuer sur un autre système? Comment est-ce que je peux réparer? Comment est-ce que je peux recommencer à fonctionner? Et ça, c'est un véritable changement de mentalité pour beaucoup d'acteurs. La capacité à se remettre en état de fonctionnement le plus rapidement possible après une attaque, c'est la cyber-résilience. Le nouveau défi de la cybersécurité face aux risques multiples de plus en plus réels. En 2010, le virus Stuxnet, mis au point par la NSA, a été utilisé par l'administration américaine en Iran pour attaquer les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Et c'est l'amende record de la semaine. La CNIL condamne Google à verser 50 millions d'euros pour défaut d'information auprès de ses utilisateurs. Le régulateur français fait aussi de la prévention auprès du public. Selon la commission, le diable se nicherait dans le design des plateformes numériques. Pour en parler, on rejoint tout de suite Gwendal Legrand, le directeur de l'innovation à la CNIL. Bonjour. Pourquoi lancez-vous une telle alerte ? La CNIL vient de publier une étude qui s'intitule « La forme des choix ». C'est sur la question des architectures de choix, de design et d'interface et plus généralement d'économie de l'attention. Alors pourquoi ce sujet? Parce que avec ce sujet, la CNIL entre un peu plus dans l'économie de l'attention. C'est par exemple tous les outils qui sont utilisés pour vous faire partager des données en ligne, les notifications pour vous faire consulter votre réseau social ou les stratégies pour vous faire regarder une vidéo quand vous consultez votre réseau social ou vous êtes sur un service de streaming. Donc en quelque sorte, on travaille sur la manière dont la protection de la vie privée est conçue. C'est ce qu'on appelle aussi le design de la privacy. Le but, c'est de comprendre comment les architectures de choix sont faites pour qu'on puisse les décoder et éventuellement qu'on puisse résister à cette économie de l'attention. Comprendre le design des interfaces, c'est comprendre si on prend des décisions en conscience. Et c'est essentiel parce que le règlement européen sur la protection des données impose une transparence et requiert que le consentement soit libre et non ambigu. Et de quelle manière les choix des utilisateurs peuvent être influencés par ce que vous appelez le design ? Alors pendant longtemps, l'idéal de l'interface, c'était de la rendre la plus simple possible, la dépouiller. On ne doit pas penser à ce qu'on fait typiquement, ce qui implique de stimuler l'utilisateur et de l'influencer. Il y a plein d'exemples. Par exemple, dans le monde réel, dans votre voiture, dans le monde physique, votre voiture, elle va biper jusqu'à ce que vous attachiez votre ceinture de sécurité. Ça, c'est du design. Et il y a énormément d'exemples qui sont similaires dans le monde numérique, où on va utiliser ce qu'on appelle des biais cognitifs de l'utilisateur. Et c'est ce qui va venir influencer le choix de l'utilisateur. Alors par exemple, quand on vous présente un choix, on va vous mettre 2 cases avec une coche verte ou une croix rouge. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes très habitué. C'est une grammaire visuelle à laquelle vous êtes très habitué. Maintenant, si vous pensez un petit peu à tous les services, quand vous vous inscrivez, souvent on va précocher les cases de partage de données, de partage de localisation. Ou alors, quand on va installer un logiciel, on va vous mettre une case en disant que vous acceptez de recevoir de la publicité ou que vous acceptez de changer la page d'accueil de votre navigateur. Un autre exemple, c'est les incitations répétitives. Sur votre smartphone, vous avez sûrement eu une fois une notification qui vous propose de mettre à jour un logiciel. Et si vous refusez cette mise à jour, on va vous représenter la mise à jour, la notification, encore et encore et encore jusqu'à ce que vous acceptiez. Donc vraiment, l'objectif pour nous, à travers ce document, c'est d'expliquer les stratégies de design pour que les gens en prennent conscience et qu'on fasse entrer ces questions plus clairement dans notre régulation, dans la régulation de la CNIL, des autorités de protection des données, et qu'on stimule aussi l'émergence d'un design éthique qui crée des frictions désirables, c'est-à-dire des interactions au bon moment avec l'utilisateur et qui vont lui permettre une meilleure transparence et de faire des choix qui sont réellement informés. Merci Gwendal Legrand. Et tout de suite, c'est Test 24.
Les écrans de télévision jouent à cache-cache. Les constructeurs rivalisent pour proposer des alternatives. Samsung, par exemple, les déguise en œuvre d'art avec son dernier modèle, The Frame. Oui, Marjorie, je ne sais pas si, comme moi, vous n'avez pas les moyens d'avoir chez vous l'Enafea de Claude Monet ou encore l'autoportrait à l'oreille cassée de Vincent Van Gogh. Mais Samsung, en tout cas, va nous aider à retrouver cette sensation, c'est-à-dire va faire disparaître ce qu'il y a de plus moche dans un écran de télé, un écran noir. Alors, d'autres constructeurs, d'autres fabricants s'y étaient intéressés avant, c'était le cas notamment de Sony. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de Samsung, ce sont les partenariats. Partenariats avec des agences de photos, l'agence Magnum par exemple, mais également des musées du monde entier. Il y a pas mal de 800 œuvres d'art que vous allez pouvoir installer chez vous lorsque justement vous ne regardez pas la télé. Et c'est une véritable communauté qui se crée. On appelle ça les framers. Ces framers qui vont pouvoir, grâce à un partenariat avec une application française, Artips, pouvoir s'échanger des informations sur les œuvres, sur la création des œuvres d'art. On échange et donc on transforme l'écran en action. LG fait disparaître de son côté les écrans, mais les fait aussi réapparaître d'un simple claquement de doigts, ou presque. Oui, alors c'était une véritable promesse. On attendait ça depuis l'année dernière. On en avait vu un petit aperçu lors de conférences. Mais au dernier CES, eh bien, LG a fait une démonstration de cet écran enroulable, ce qui est assez fascinant. C'est-à-dire que vous avez un meuble qui ne ressemble à rien, et puis petit à petit, vous allez pouvoir dérouler un écran. Il y a même 3 possibilités de taille d'écran. La première va vous permettre d'avoir accès à la météo ou aux informations de base, et puis la plus grande va vous permettre d'avoir un mini-cinéma chez vous. Donc vraiment, véritablement, c'est la guerre contre les écrans noirs qui se déroule en ce moment. Merci infiniment Guillaume Gralet. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram avec un seul hashtag Tech24 et on se retrouve très vite en plateau.